sélection du prix Richard Descoings 2022. Donc le prix Richard Descoings il se déroulera la semaine prochaine à Menton, donc le 19 février. Voilà, aujourd'hui on a des sélections donc en anglais et en français. Niveau jury, il y aura Guillaume et Coco, les coprésidents que vous connaissez, et moi-même. Merci beaucoup à vous d'être là, parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de monde. Mais voilà, donc soyez chauds et encouragez-les bien, parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous ne pourrez peut-être pas les voir la semaine prochaine au prix Richard Descoings, parce qu'il y aura le Midways. Donc si au moins on les soutient énormément ici, ils iront à Menton gonflés à bloc, ok? Merci beaucoup. À la découverte de ce sujet, je fus fortement surprise par ces quelques mots. Le pouvoir, c'est l'impuissance. En plus de Charles de Gaulle, ce bon vieil fondateur de la Ve République est donc partout. Après m'avoir suivi dans mes cours de première et deuxième année, je pensais en avoir fini avec lui. Mais non, bien au contraire. Élève à Sciences Po, j'avais donc hâte d'en découvrir davantage. Le pouvoir, c'est l'impuissance. Mais qu'est-ce que je pourrais bien raconter là-dessus? Mais quelle idée de n'avoir pas regardé le sujet avant d'avoir rempli ce Google Form. Bon, je vais bien trouver 2-3 petits fun facts à dire sur cette citation qui m'a l'air vraiment enrichissante et indispensable pour ma future carrière professionnelle. J'ai donc suivi les conseils de l'inspirante Fran Lebowitz qui a déclaré « Pense avant de parler, lis avant de penser ». Et oui, il n'y a pas que les hommes qui peuvent faire des citations de haute volée. En faisant quelques recherches pour définir les termes de mon sujet, j'ai vite compris qu'impuissance était égale à dysfonctionnement érectile et pas seulement à l'incapacité des hommes politiques à diriger un État. Comme une bonne étudiante en sciences politiques, j'ai donc décidé de me diriger vers l'impuissance sexuelle. Et oui, en regardant les causes de ce problème, j'observe qu'un parallèle évident entre impuissance et pouvoir se dessine devant moi. D'abord, l'impuissance sexuelle est causée par une peur permanente de l'échec, de ne pas satisfaire l'autre. L'homme craint de ne pas avoir d'érection assez forte, il est donc plus préoccupé à assurer sa prestation plutôt que de donner du plaisir à sa moitié. Alors, le parallèle n'est-il pas encore clair? Vous avez encore besoin d'explications? Repensez au quinquennat de notre cher président, François Hollande. Lorsqu'il était en campagne, il a utilisé sa célèbre formule « Moi, président », écrit 189 propositions, promis d'inverser la courbe du chômage, enfin bon, il était tout feu tout flamme quoi. On aurait même cru voir un adolescent de 15 ans regardant pour la première fois un film porno. Mais bon, 5 ans après, qu'est-ce qui nous a marqué? Pas grand-chose non, enfin bon. Peut-être le fait qu'il ne sache pas parler anglais, que sa silhouette ait un peu évolué et qu'il soit parti en scooter pour rejoindre sa bien-aimée. Mais bon, peut-être avait-il peur de l'échec comme certains ont peur de ne pas avoir une assez grande excitation sexuelle. Enfin, pour avoir peur d'échouer, il faut déjà entreprendre les choses. Peut-être avait-il peur de ne pas satisfaire les Français comme d'autres ont peur de ne pas satisfaire leurs partenaires. J'en suis un peu dubitative. Ça y est, vous voyez où je veux en venir? Le pouvoir révèle l'impuissance des problèmes face aux problèmes systémiques dont regorge notre société. Comme la peur de l'échec révèle l'impuissance de l'homme qui repart après un rapport sexuel à la queue entre les jambes. On pense donc que le pouvoir est un grand mot qui est désiré par tant de personnes, surtout ici dans cette salle. Mais finalement, qu'est-ce que ça fait d'être au pouvoir? Même si cette question pourrait être digne d'un sujet de M. Laval, ce terme est souvent vide de sens. Les dirigeants doivent souvent gérer les affaires quotidiennes imprévues et se sentent frustrés de ne pas pouvoir mettre en place leur programme. Et encore, je suis même pas sûre de cette dernière considération. Pour résumer, je terminerai par cette citation de moi-même. Arriver au pouvoir, c'est comme rencontrer la personne la plus désirable du monde. On se croit au sommet, mais on est vite déçu. Vous, présidente, qu'est-ce que vous feriez contre les dysfonctionnements érectiles? Bonne question. Moi, présidente, j'aimerais que l'impuissance érectile ne soit plus un problème et que ça ne soit plus un problème que les hommes font face et qu'ils n'aient plus peur d'avoir ce genre de problème. Vous pensez que c'est à cause de cette peur de l'échec que les hommes matent? C'est possible, mais là-dessus, sur le fait de mater, que les hommes matent les femmes, il ne faut pas trop m'engager sur ce sujet. Pourquoi?
je peux avoir des positions un peu plus extrémistes. Allez-y. Je pense que personne ne devrait vraiment mater de manière assez expressive comme certains hommes le font. Et je pense donc que c'est quelque chose qui ne remplace pas le fait d'avoir une impulsion sexuelle. J'ai demandé à la Lune le pouvoir, mais la Lune s'est moquée de moi. Cher public, cher jury, regardez-vous, regardez-moi, regardons-nous. Nous qui rêvions de cet âge, de cette majorité nouvelle, où responsabilité rime avec pouvoir, où pouvoir rime avec liberté, de cet âge qui allait s'apparenter à des années folles, mais qui finalement fut une drôle de guerre. 18 ans. 18 ans, c'est l'âge du pouvoir. 18 ans, en 2020, c'est l'âge de l'impuissance. Et pourtant, l'impuissance au fond, ne l'a-t-on pas un peu aimée? Cette opportunité unique de procrastiner, les soirées cuites sur Zoom entre potes, les grasses maths en cours de maths, les attestations pour s'auto-autoriser à sortir, les séances muscu qui devinrent des séances FIFA, les vlogs de Benjamin Griveaux, mais monsieur l'agent, je sortais juste les poubelles, promis. Tout était si différent, comme une aventure naissante, un quotidien bouleversé et une soif de l'inconnu. L'expérience d'un premier vol vers l'espace qui peu à peu prit la forme d'un confinement dans une capsule en orbite autour de l'inconnu. Ainsi, comme dans chaque odyssée de solitude, sont apparues des lueurs d'espoir, mais les vagues virales accaparent nos destins et nous laissent que lassitude. Telle une génération d'Icare, nous nous sommes brûlés les ailes à voler trop près du soleil incandescent de nos jeunesses parties en fumée dans les restrictions sanitaires. La peur des foules a emprisonné nos esprits noctambules, la peur du clic a barricadé nos volontés. Allumer un micro sur Zoom est devenu un bras de fer contre soi-même, tandis que quitter le cours était éminemment plus simple. Des obstacles jadis invisibles sont nés là où jamais on ne les aurait soupçonnés. Chaque jour, j'écris des plans de vol, je dessine mon orientation, mais perdu dans la brume de ma jeunesse qui s'efface, tel Saint-Exupéry, je vole de nuit. Les liens s'effacent, le couvre-feu est un remède contre l'amour et je ne sais plus flirter. Je cherche les mots, j'écris des brouillons, mais je ne sais plus m'exprimer. L'impuissance règne, sublimée par les regrets. Je suis donc venu ici, devant vous, pour conclure cette odyssée, ce produit éphémère de l'insouciance. Je dis à tous ceux qui m'entendent de construire un nouvel obélisque de l'espoir sur les ruines de la fébrilité. Cherchons la lumière infime mais intense des étoiles et capturons-la. Enterrons ces mauvais souvenirs, cette épopée virale, ces histoires gâchées, ces traumatismes, mais aussi ce masque, ce morceau de tissu qui à l'origine ornait nos bouches, ce morceau de tissu qui nous a plongés dans l'inconnu, dans la peur, dans le repli, venant couvrir les fenêtres de nos âmes. Ce bandeau sur nos yeux, retirons-le. Retirons-le pour reprendre les commandes de nos destins et commençons enfin cette aventure lunaire qu'est la vie. Merci. Théo, Oui. ce soir t'es venu impuissant. Est-ce que tu penses que l'éloquence c'est pas mal d'être puissant? Je dirais que ce concours d'éloquence m'a appris qu'être grand, c'est dépendre de tout. Et en tout cas, ce concours d'éloquence est une manière de se rendre compte qu'on est petit face à un amphithéâtre. Donc je reste impuissant malgré tout. T'as dit 18 ans, c'est l'âge du pouvoir. Qui, à 18 ans, a du pouvoir? Le pouvoir d'aller en boîte de nuit, le pouvoir de se mettre des mines à minuit sur la place Stanislas au Cave. Voilà, ça c'est une sorte de pouvoir, pas le plus glorieux, mais voilà. Françaises, Français, cela fait 50 jours que j'ai annoncé ma candidature à l'élection présidentielle et déjà je vois le changement. Je vois l'engouement, je vois l'espoir et l'envie sur vos visages. Je vois ce que nous allons faire de grand, de transcendant.
Et surtout, je vois le bien que vous faites à la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas seulement le vote. La démocratie, ce sont ces millions de Français qui veulent parler de politique mais qui n'en ont pas le temps. Ce sont ces citoyens qui se lèvent tôt et qui travaillent tard. Ce sont ces parents qui hésitent, ces personnes âgées qui regrettent et ces jeunes qui ont peur. Ces Français, moi, je veux les rassurer. Je veux les encourager. La politique, ce n'est pas seulement la décision. Et ma politique, ce sera notre action pour la nation. Et le pouvoir, enfin, ce n'est pas la domination. Le pouvoir, c'est l'impuissance, estimait le général de Gaulle. Et des impuissants, il y en a, qui s'amusent de la conquête, voire de la reconquête, mais qui ne sont pas dignes de la fonction présidentielle. Don Juan aux gaullistes d'un soir, ils se satisfont du statut intermédiaire de candidat, qui ne les engage en rien, mais les mobilise sur tout. Je ne suis pas de cela. Vous me connaissez, vous savez ce que j'ai fait et comment je l'ai fait. Chacune de mes phrases est un acte que je prends, chacun de mes gestes est un acte, encore un, et chaque ligne de mon programme est un projet. Ensemble, nous avons connu des tempêtes, j'ose le mot, des défaites. Mais nous sommes restés droits, sûrs et à l'écoute. Et me voilà aujourd'hui devant vous, encore plus droite, encore plus sûre et toujours à votre écoute. Les autres candidats multiplient les promesses sans voir que le peuple français est revenu de cette illusion. Moi, je ne vous promets rien, je vous garantis. Et bien sûr, nous connaîtrons des difficultés. Nous serons déstabilisés, soutenus, puis abandonnés. Nous serons souvent décrédibilisés, parfois moqués, régulièrement critiqués. Mais nous ne laisserons jamais ces difficultés nous arrêter. Il faudra faire des efforts, nous les ferons. Je m'appuierai sur nos administrations, sur nos entreprises et sur nos associations. Je m'appuierai sur l'Union européenne et sur nos métropoles, sur nos départements d'outre-mer et sur nos campagnes. Mais surtout, je m'appuierai sur vous. Soutien de la première heure ou du dernier jour, vous êtes les piliers de ma candidature. En me soutenant, c'est une certaine idée de la France et de l'Europe que vous soutenez. Vous faites de cette idée une priorité, j'en ferai une réalité. Voilà ma garantie. Le pouvoir, c'est une lutte permanente contre l'impuissance, répondait Philippe Séguin. Et moi, présidente, le pouvoir sera fort et les pouvoirs affaiblis. Le pouvoir sera central et local, intégrateur et régulateur, ferme et ouvert, progressiste et respectueux des traditions politiques françaises. Je veux tout et en même temps, car je ne renoncerai à rien. Pour les Françaises et pour la France, je ne céderai rien. À ceux qui menacent, à ceux qui divisent, à ceux qui déconstruisent, je ne céderai rien. Et je le sais, je le sens et je le vois, vous non plus, vous ne céderez pas. Vous ne renoncerez plus. Le pouvoir, ce n'est ni l'impuissance ni la puissance. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Et bientôt, il sera à nous. Vive la République et vive la France. Mila, j'ai une question pour toi. Tu nous as dit, je ne promets rien, je garantis. Est-ce que samedi prochain, si t'es prise, tu nous garantis la victoire? Ah oui, je la garantis. Simple, efficace, réponse rapide. Mais je soutiens aussi évidemment l'autre candidat qui représentera Nancy en anglais. Donc l'important c'est que quelqu'un remporte du campus de Nancy, peu importe la personne qui détient, qui remportera le prix. Merci beaucoup. Selon Charles de Gaulle, le pouvoir, c'est l'impuissance. Au premier abord, cette réflexion semble être dénuée de sens. Outre le fait qu'il soit assez paradoxal de parler d'impuissance lorsqu'on s'appelle de Gaulle, nous remarquons que pouvoir et puissance sont deux notions qui peuvent paraître synonymes. Ne parle-t-on pas des puissants pour ceux qui sont amenés à jouer les premiers rôles, les hommes de pouvoir donc, ceux à la tête des régimes? Définissons d'abord les termes. Pouvoir comme puissance exprime une capacité. Le premier, le pouvoir, sous-entend une certaine légitimité, tandis que la puissance, elle, semble plutôt se référer à la force, à la capacité d'imposer. On pourrait également prendre la phrase dans un autre sens, et penser que De Gaulle sous-entendait qu'au lit les présidents avaient des difficultés. Mais bon, connaissant nos hommes de pouvoir qui prenaient autre chose que les phrases dans votre sens, je pense que l'on peut écarter cette hypothèse. Julie Galélier pourra en témoigner. De Gaulle parle donc bien de l'impuissance comme une incapacité d'action.
d'un manque de contrôle qu'ont sur les événements ceux dont le pouvoir est la fonction. De Gaulle l'a d'ailleurs montré en libérant la France alors qu'il était en exil. Pour une fois arrivé au pouvoir, se faire débouter par une bande d'ados puérils. Il voyait la plage sous les pavés. Il a vu sa puissance se dégrader. Cette fuite de la puissance lors de l'arrivée au pouvoir est également exprimée par Philippe Séguin. Le pouvoir, c'est une lutte permanente contre la puissance, disait-il avec confiance. Alors je sais que l'on n'est pas au Séguin, mais bien au Descoings. Mais parler de la puissance à propos de Descoings aurait été un contresens. Quand on sait que sa vie, à Sciences Po, il a consacré, quand on sait qu'à sa mort, de 2 prostituées, il était entouré. Le sentiment d'impuissance face à une sorte de fatalité, tous les hommes de pouvoir ont pu l'expérimenter. Qu'il s'agisse de crise économique, de crise migratoire, de crise sanitaire, qu'il s'agisse de pain au chocolat à 15 centimes, de Sofitel, d'attachés parlementaires. Toutes ces fatalités qui tombent sur nos pauvres politiques, démunis face à des attaques, comme nos mains face au gel hydroalcoolique. On les plaindrait presque. Bien que l'on sache que ces aveux d'impuissance ne sont en fait que des prétextes, et qu'ils ne servent qu'à justifier leur mollesse. De toute façon, l'impuissance rend mou. L'interprétation, je vous la laisse. Tu penses vraiment qu'avec ce discours, tu vas envoyer tes adversaires dans des coins? Pas forcément, mais de toute façon, même si je ne suis pas pris au discours, j'enverrai du moi dans un coin, dans une autre discipline. La plupart des dictateurs sont souvent vieux. On a fait qu'il y a même des dictateurs qui ont plus de 90 ans. Est-ce que vous pensez qu'ils sont impuissants? Alors, vu le nombre de maîtresses des dictateurs, je pense que si c'était impuissant, ça se saurait. Merci beaucoup. Nancy. Nancy outragée. Nancy brisée. Nancy martyrisée. Mais Nancy libérée. Je me suis permis une petite interprétation parce que Paris, toujours Paris. Mesdames, messieurs, chers publics, chers camarades, chers jurys. J'espère que vous avez apprécié mon interprétation de Charles de Gaulle, l'homme dont on tient la maxime de ce soir. Le pouvoir, c'est l'impuissance. Pour entrevoir le sens de cette affirmation du plus illustre des Français, celui à qui on a dit « Monsieur, vous qui illustrez si bien la résistance, la justice et la gloire, acceptez-vous en tout honneur et bonne foi de recevoir les pleins pouvoirs ?» Ce à quoi il répondit « Oui, je le veux. » Vous pouvez embrasser la Marianne, et ce faisant, ils vécurent heureux et eurent la 5e République. Le pouvoir, c'est l'impuissance. Le général avait du pouvoir et n'était pour autant pas impuissant. Enfin, faites preuve de bon sens, impuissance. Le général n'avait-il pas pourtant la Gaule? Mais là, on se mélange les pinceaux. Alors revenons au statu quo, définissons les termes, parce que rappelez-vous, on est en fac de psycho. Le pouvoir, c'est faire accomplir à autrui une action que nous voulons lui faire exécuter. Le pouvoir, c'est un enfant qui joue avec une poupée. La puissance, d'un autre côté, c'est la capacité d'action d'un individu. La puissance, c'est la poupée qui marche toute seule. Mais ne vous inquiétez pas, à part dans Toy Story et dans Miss France, cela n'existe pas. Alors en ce sens, le pouvoir, c'est utiliser la puissance de l'autre. La puissance de l'autre, mise à notre disposition, devrait augmenter notre propre puissance. Mais en réalité, au fur et à mesure que l'on exploite la puissance des autres, on en devient dépendant, et de ce fait, on perd la nôtre. Le pouvoir comme drogue diffuse son poison, rend l'accro aveugle, la société malade, et cela sans accro. Et moi, je suis un petit peu perdue, parce qu'Ayat me dit que le pouvoir c'est le pouvoir, puis là il y a Charles qui débarque à Port-Royal et qui dit que le pouvoir c'est l'impuissance, alors je comprends plus rien. Mais bon, je me dis qu'il faut lui faire confiance, après tout, parce qu'il a dû en voir du pouvoir. Des champs de bataille aux Champs-Élysées. Et justement, est-ce que tout cela ne l'aurait pas un peu dépassé, fatigué,
À force d'exercice du pouvoir, quand rien ne s'améliore. Au fil du siècle, on laisse filer l'espoir. Mais ne nous laissons pas abattre par ce chant de désespoir. Je m'adresse à vous, futurs Charles, futurs Marianne, futurs époux du pouvoir. Vous qui serez amenés à des hauts postes, n'oubliez pas d'être humble, honnête, humain. Soyez figure d'exemple, pas figure publicitaire. Je m'adresse à vous, futurs Charles, futurs Marianne, futurs époux du pouvoir. Faites que votre vie ne valide pas l'injustice et l'inaction. Faites passer votre puissance avant votre pouvoir. Et appelez les autres à faire de même. Parce que c'est notre devoir. Parce que la puissance grandit quand elle va dans le même sens. Parce que le pouvoir, c'est toujours mieux quand... On partage ? Tu as dit que le pouvoir était une drogue. Si le pouvoir est une drogue, Macron est-il stone? Je crois que Macron est autant un crack que les jeunes avec la bœuf. Avoir du pouvoir, pour toi, est-ce que ça permet de mieux voir? Moi, je pense que justement, avoir du pouvoir, c'est se couper des autres. Et donc, c'est pas bien voir. Parce que je pense qu'on peut bien voir uniquement quand on a le regard de plusieurs personnes. Mais avoir du pouvoir, du coup, c'est forcément tout seul. En fait, avoir du pouvoir, c'est vouloir le concentrer et donc, au final, terminer seul. J'ai une dernière question. Si Marianne et De Gaulle se sont mariés, qui a demandé le divorce en premier? De Gaulle a fait un référendum pour son amour avec Marianne. Et leurs enfants ont choisi le divorce. Bravo! Winston, you are drunk, and what's more, you are disgustingly drunk. These were the words of British politician Bessie Braddock to Winston Churchill, then Prime Minister of the UK. But it would be tragic for you not to hear his answer. Bessie, my dear, you are ugly, and what's more, you are disgustingly ugly. But tomorrow I shall be sober, and you will still be disgustingly ugly. Quite the reply, huh? And yes, Churchill did pronounce these exact words when answering to a woman who was calling him out on his love for alcohol. But don't you find it ironic that the quote we're discussing today, the power of man has grown over every sphere except over himself, that quote originated from this very man, a man who certainly had very little power over himself, despite being arguably one of the most powerful men of the past century. Indeed, what better proof can there be of a man with no control of himself than rampant alcoholism? Because what is power if not control? Power is the ability to control things and to enforce your will onto others. And so, if you can't even enforce your own will onto yourself, and if you aren't even able to control your most basic desires, then how can you claim to have power over remotely anything else? Well, that is precisely the irony of power. It is usually the less controllable and the less controlled men who wield the most power over others. Because this is the essence of what power enables you to do. To not comply with the very rules that you've enforced, and to go around the standards to which others are held. Power allows you to escape what the powerless need to abide to, because you have the tools to do so. But besides this very Sciences Po compatible analysis, allow me a more insightful reflection.
You know, we say that knowledge is power, right? Well, then, if knowledge really is power, then the most knowledgeable man should also be the less in control. But does that mean that the wisest man in the world is also the less controllable one? Better yet, does that mean that the Dalai Lama is constantly drunk? No. To be sure, there is something wrong with this quote. And, well, the only reasonable conclusion that I can come to is that Churchill said it when he was drunk. Thank you. Winston Churchill also said that power is a drug, and who tries it is poisoned forever. You agree? Well, I don't want to pull Churchill on you, but I don't think I'm enough in control of myself right now to correctly answer that question. Oh. Vous le connaissez peut-être pour son plan cartésien, car attention, ces thèses en ont conquis plus d'un. Son cogito m'a valu de nombreuses larmes que, aujourd'hui encore, j'essuie. Mais René Descartes m'a convaincu. Je pense, donc je suis. Le penser, c'est l'être. Le vouloir, c'est l'avoir. On veut penser nos mal-être, on veut s'émouvoir à n'en plus pouvoir. Aujourd'hui en vie, on veut lutter, on veut se battre, on veut y croire. Aujourd'hui en amphi, demain député, on veut changer les choses, marquer l'histoire. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote en France. Les poings levés, on a bataillé, acharné et on a gagné. Enfin, ça y est, le jour est venu. On le veut, on le peut, on peut enfin voter. Partout, la bonne nouvelle se répand. Au devoir s'accompagne la réjouissance. Pourtant, j'ai appris à mes dépens que le pouvoir, c'est l'impuissance. 2019, 153. 2020, 102. 2021, 113. Étudiantes, travailleuses ou même retraitées, voici le nombre de femmes qui ont perdu la vie sous la violence, avec pour seul tort d'être de ce groupe que l'on nomme femmes. Connaissez-vous cette femme? Et si, vous savez cette femme, celle dont on parle constamment dans les journaux. Une femme remporte le prix Nobel d'économie. Une femme prend la tête de la Lituanie. Tantôt journaliste, diplomate, chimiste ou même pilote de chasse. Vous voyez cette femme? Eh bien, sachez également que c'est cette même femme qui meurt tous les 2 jours et demi sous les coups de son conjoint en France. Depuis le berceau, cette vie lui paraissait un jeu d'enfant. Un jeu de dames dont elle était la reine, jusqu'à ce que son roi ne devienne fou. Elle avait beau courir, cavalier, enchaîner les combinaisons, la tactique de son adversaire n'a pas changé. Elle n'était plus qu'un simple pion. Appelons un chat un chat. Appelons un économiste. Appelons un Zemmour un fasciste. Appelons ces crimes pour ce qu'ils sont. Appelons ces meurtres des féminicides. Mais quelle issue? Quelle solution? Hier était un combat. Aujourd'hui, nous luttons dès la naissance. Demain aussi, il le faudra, probablement. Mais si le pouvoir, c'est l'impuissance, alors le vouloir, c'est ça le changement. Je pensais plutôt qu'il faudrait un ministère de la condition féminine. Pourquoi c'est doit un ministère quand on peut avoir tout un gouvernement? Alors, tu vas commencer par Descartes, je finirai par Descartes. Il a dit « je pense donc je suis ». Aujourd'hui, lorsqu'on pense à la puissance, est-ce « je bande donc je suis ». Alors, je pense que le taux de métaphore sexuelle qu'on a retrouvé ce soir et qu'on va peut-être encore retrouver dans les derniers speeches montre clairement que, oui, le pouvoir en fait bander beaucoup. À voter. C'est l'exclamation qui émana du bureau de vote lorsque je lâchais mon bulletin. C'était mon nom qui était inscrit sur le bulletin que j'avais glissé.
je n'avais pas connu de succès l'année dernière pour obtenir ce mandat, cette année, c'était mon année. Les discussions allaient bon train. On me donnait au second tour, mais les sondages étaient flous quant à l'issue de celui-ci. Quelle ne fut pas ma joie à l'annonce de mon nom lors du dépouillage des votes. J'étais aux anges, on ne parlait que de moi, j'avais acquis un nouveau statut, un nouveau pouvoir. À ce moment précis, grisé, galvanisé par les foules, c'est là où l'on se rend compte de son importance. Ces élections des délégués de la 5e B, je ne les avais pas volées. Toutefois, à ce niveau de responsabilité, à peine a-t-on fait un pas de travers que 1000 regards vous transpercent, vous glacent, un frisson vous parcourt. Impuissant, les mots restent bloqués en travers de votre gorge. Et quand bien même vous arrivez à parler, piètre archer, jamais vos mots ne font mouche. Je sais, vous pensiez qu'un grand pouvoir impliquait de grandes responsabilités. Mais non. Son essence n'est que impuissance. C'est donc, en quelque sorte, le pouvoir qui arrête le pouvoir. Montesquieu en serait ravi. La boucle est bouclée, l'état de droit est sauvé. Mais alors, si le pouvoir réside dans ce que j'ai décrit plus tôt, la solution ne se trouverait-elle pas dans les mots? Parler, traduire, écrire, comme un rythme entraînant, les mots s'immiscent en chacun de nous tel un chant. Convaincre, persuader, les arguments brillamment s'enchaînant, s'ajoutant à la valse éphémère des mots dansants. Les mensonges, interdits, sauf peut-être parfois impuissants au lit. Il est possible que vous ne vous identifiez pas à l'exemple que je viens de citer. Très bien. En voici un autre. Faire des choix. C'est une situation des plus délicates qui nous touche toutes et tous. Une étude américaine a même démontré que 100% des décisions étaient prises au moment de faire un choix. Lorsqu'arrive ce moment fatidique, où tant de pouvoir nous est conféré, on devient inconscient. D'un coup, comme un enfant, la myriade des possibles qui s'offrent à nous illumine nos yeux. Prêt pour l'Odyssée, on se croirait dans l'Iliade. Apprendre l'allemand ou l'espagnol. Étudier le droit ou l'économie. Fac ou prépa. Sauce blanche ou ketchup. Tous ces choix, ce n'est pas si facile. Devenir infirmière et suivre sa vocation, ou vendre des assurances feignant la passion. Delta ou Omicron, la peste ou le choléra, impuissant, comment faire un choix? Du général, on pensera ce que l'on voudra, mais que l'on soit puissant ou impuissant, le pouvoir ne nous sauvera pas. Tu vas citer Spider-Man. Est-ce que Spider-Man... Ah merde, ça marche pas avec sur là. Désolé. C'est bon, allez. Les jolies matinées. Dearly beloved, we are here today to commemorate the life and death of man. He was an exceptional being who truly changed the face of this earth as we know it. He was a dear friend to all of us, and I would like to take the time to honor his memory in this eulogy with a few words of remembrance. To try to define man would be an insult to his memory. Yes, his greatest asset was his unpredictability. He was able to constantly reach further and shape himself into some new, impossible forms. And even when it seemed he was at his sharpest, most developed stage, he always found a way to astound us with his audacity. Man was a being of many talents, a romantic and passionate about his world. And he was social at the core. Whenever he received love, he gave it back tenfold. And have you read those books he wrote? Have you heard his songs, or those stories he always told? And don't even get me started on all of those languages. Where did he even get the idea? I mean, there were hundreds and hundreds of them, and they could all be written down in those little intricate drawings that he called letters.
and each time he spoke one of them, the sound of his voice changed as if he himself was a whole new person. And the earth, what a sight to see! Before the end, it was truly a spectacular place. Man had managed to get all the animals and plants to do his bidding, and he had built roads and bridges and ships so you could go wherever you wanted. Of course, we mustn't forget the reason why he isn't with us anymore today. As you know, the power of man grew in every sphere except over himself. He was excellent at starting projects, but when it came to knowing when to stop, when to practice self-restraint, that was much more complicated. In the end, he was in a bad state, and so was Earth. He had stopped singing like in the past. He spent his time plucking up the nice forests he had since he moved in. And he kept messing about the other planets in his system as if he was bored of the home he had built for himself. The way he let himself waste away was terrible. Man may be gone, but he will live on in our memory. And let us not forget his greatest qualities: love, care, and tenderness. After all, his full name wasn't mankind for nothing.